Bonjour. Le live va commencer dans quelques minutes. Bien, il est 14h30, le live va commencer. Bienvenue à tous et merci de votre participation à cette présentation qui sera dédiée pour le coup aux conditions d'exercice de l'activité suite à la publication du décret du 2 avril dernier, généralisant le cadre applicable jusqu'à présent dans les 19 départements ayant fait l'objet de mesures spécifiques en matière de déplacement et de conditions d'exercice des activités, notamment dans les établissements qualifiés de magasins de vente. Alors, cette présentation vous est proposée par la Chambre de métiers et de l'artisanat Auvergne-Rhône-Alpes et son objet visera donc à présenter succinctement les grandes lignes du cadre réglementaire désormais en vigueur en se concentrant sur deux aspects qui nous ont paru concentrer l'essentiel des interrogations actuellement portées par les artisans, à savoir les conditions d'ouverture-fermeture de leurs entreprises, d'une part, et d'autre part, la situation des employeurs artisans vis-à-vis de leurs salariés. Donc, nous allons traiter successivement de ces deux aspects. D'abord en nous intéressant à la question de l'activité, possibilité de poursuite ou non, et dans quelles conditions de l'activité. Et puis, dans un second temps, la question des règles applicables, du régime applicable dans la relation employeur-salarié, s'agissant donc de l'employeur artisan. Alors, précisément, sur ces différents aspects, on va lancer le propos avec les conditions d'ouverture et fermeture des entreprises, mais à titre préliminaire, je précise tout de même que des questions peuvent être adressées directement sur le forum dédié et donneront lieu donc à un traitement en fin d'intervention. Et le cas échéant, si le laps de temps qui nous est imparti ne permet pas leur traitement, vous pourrez également, et la chose sera rappelée en fin de présentation, adresser vos demandes directement auprès du territoire dont vous relevez, de la Chambre de métiers et de l'artisanat territorialement compétente, qui pourra vous apporter les éléments de réponse dont vous avez besoin. Donc notre intervention va être assez courte, le propos
va durer à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure et sera suivi d'un traitement d'un certain nombre, en tout cas, de questions qui auront pu être posées. Et s'agissant donc de notre propos, pour en revenir à ce que j'indiquais il y a un instant, donc les conditions d'ouverture, fermeture des entreprises, la première interrogation, c'est celle des entreprises finalement concernées par ce nouveau dispositif, ce nouveau cadre réglementaire. Alors, en la matière, l'exposé peut être découpé en trois temps. Un rappel des règles de principe applicables, une évocation des cas de dérogation, des situations autorisant l'entreprise à continuer à accueillir du public, puisque c'est de cela qu'il s'agit. Et puis, s'agissant toujours de ces conditions d'ouverture-fermeture, il sera également fait mention de la situation des prestations à domicile, avant de poursuivre sur la relation employeur-salarié et l'incidence de cette situation sur la relation employeur-salarié. Alors, sur les rappels des règles de principe, là encore, 3 points. D'abord, la règle générale. Quelques rappels sur la règle générale, et en premier lieu, le fait que cette règle consiste, alors, non pas à imposer, comme on a coutume de le dire, une ouverture ou fermeture à telle ou telle entreprise, mais consiste à restreindre ou non l'accueil du public dans les entreprises. Vous avez dans cet esprit 2 types d'entreprises artisanales. Aujourd'hui, les entreprises pouvant continuer à accueillir du public et les entreprises pour lesquelles l'accueil du public est actuellement suspendu. Sachant également, autre rappel, que la période de la journée concernée par ces nouvelles dispositions, c'est la tranche 6h-19h, tranche qui jusqu'à présent permettait l'accueil du public de manière libre, et cadre réglementaire sur la tranche 6h-19h qui vient désormais en complément des restrictions qui étaient déjà applicables pendant les horaires de couvre-feu sur la période 19h-6h. Ces restrictions demeurent en l'occurrence inchangées. Par ailleurs, et c'est le troisième rappel en la matière, un certain nombre de situations font exception à cette restriction concernant l'accueil du public. On les exposera dans un second temps. Mais au-delà de cette règle générale, il peut exister localement, en raison d'un contexte sanitaire spécifique, certaines restrictions décidées par le préfet du département, restrictions visant à encadrer davantage encore les conditions d'accueil du public, d'une part, ou d'autre part, à restreindre davantage les conditions de déplacement des particuliers. Alors, vous avez sur la diapositive qui s'affiche, vous avez la référence précisément réglementaire qui fixe cette possibilité d'encadrement de la part du préfet de département. Il s'agit de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020. Et vous retrouverez également sur cette diapositive un lien vous permettant de consulter localement, donc département par département, le cadre juridique spécifique qui peut éventuellement trouver à s'appliquer. Sachant que ce cadre n'est pas nécessairement applicable à l'ensemble du département, si tant est qu'il existe, mais il peut se restreindre à une commune ou un ensemble de communes. Dernier rappel sur cette question des ouvertures-fermetures d'entreprises, ou plutôt des conditions de poursuite de l'accueil du public dans les entreprises artisanales. Dernier rappel donc, les restrictions, l'encadrement applicable à l'activité des entreprises de restauration et des débits de boissons demeurent aujourd'hui inchangées. La chose est prévue par l'article 40 du décret du 29 octobre 2020,
Et la chose se traduit par une interdiction d'accueil dans ces établissements, exception faite, bien entendu, des situations de retrait de commande. Alors, je l'évoquais, ces restrictions admettent un certain nombre de dérogations. Les dérogations, en l'occurrence, et ces restrictions, plus largement, vont concerner les magasins de vente et centres commerciaux, mais pour ce qui nous intéresse, s'agissant des activités artisanales, les magasins de vente. Seuls les magasins de vente font l'objet de ces restrictions spécifiques s'agissant de l'accueil du public sur la tranche horaire 6h-19h. Alors, la notion de magasin de vente demeure assez imprécise, mais par magasin de vente, il ne s'agit pas d'entendre au sens strict uniquement des établissements de commerce. La notion est également applicable s'agissant d'activités de prestation de services qui supposent par nature l'accueil du public. Typiquement, un institut esthétique va être concerné par ce nouveau cadre organisant l'accueil du public sur la tranche horaire 6h-19h. Face à cela, vous avez un certain nombre de dérogations prévues, autorisées et listées par le décret du 29 octobre 2020. En premier lieu, ne font pas l'objet de ces restrictions concernant l'accueil du public, bien entendu, l'ensemble des activités qui ne sont pas considérées comme relevant d'un magasin de vente, typiquement le secteur du bâtiment et des travaux publics. Deuxième cas de figure, deuxième dérogation, je le mentionnais tout à l'heure s'agissant des établissements de restauration, l'ensemble des activités de livraison et retrait de commande. Et troisième hypothèse, enfin, troisième et dernière hypothèse, s'agissant de ces dérogations par rapport à l'interdiction d'accueil du public applicable dans les magasins de vente, encore une fois entendu largement, vous avez également une liste d'activités non concernées, parmi lesquelles, notamment, et là encore, s'agissant des activités artisanales, la coiffure, la boulangerie-pâtisserie, la blanchisserie-teinturerie, la réparation de véhicules automobiles, la réparation de biens personnels, ce qui va concerner notamment les retouches de vêtements, la réparation de chaussures, également le commerce de plantes et une série d'autres situations, en particulier s'agissant des commerces alimentaires. L'ensemble de ces situations est mentionné à l'article 37 du décret du 29 octobre 2020 et plus spécifiquement au grand 4 de cet article. Alors, il est important de noter que le décret en question vise, s'agissant des dérogations à ces restrictions, des activités. Il vise des activités, ce qui signifie que pour une entreprise donnée, vous pouvez vous trouver dans une situation d'une partie de l'activité réalisée autorisant l'accueil du public, tandis qu'un autre pan de l'activité de cette entreprise ne le permettra pas. Typiquement, une entreprise, un salon de coiffure, qui exercerait aussi, qui proposerait également des prestations de soins esthétiques, pourra accueillir du public sur l'activité de coiffure, mais ne le pourra pas sur les prestations de soins esthétiques. Je le mentionnais en préambule, c'est le troisième point, s'agissant de ces conditions d'ouverture-fermeture, ou plutôt d'accueil du public. Troisième point, la question des prestations à domicile. Alors, les prestations à domicile ont également fait l'objet de nouvelles dispositions dans le prolongement de la parution du décret du 2 avril 2021. Et en l'occurrence, ces nouvelles dispositions ont pour effet d'interdire la réalisation de prestations à domicile sur la tranche horaire
6h, 19h, ou au-delà, exception faite. Alors, sur les heures de couvre-feu, 19h, 6h, exception faite des interventions urgentes, livraison et assistance à des personnes vulnérables, précaires ou dans le cadre de situations de garde d'enfants. Sur la tranche horaire 6h, 19h, font exception à l'interdiction de réalisation des prestations à domicile, les interventions urgentes, livraison et situations d'assistance, que je mentionnais il y a un instant, mais également un certain nombre de prestations de services à la personne. Alors, pas toutes les prestations de services à la personne, les prestations, les activités listées à l'article D 7231-1 du Code du travail, qui pour l'essentiel vont renvoyer à des activités soumises à agrément, tels que les petits travaux de jardinage, travaux de débroussaillage, travaux de petit bricolage, assistance informatique ou administrative à domicile. Les exceptions qui intéresseront le plus les entreprises artisanales vont être les deux suivantes, à savoir les activités à caractère commercial, dans la mesure où elles seraient autorisées si elles étaient exercées en établissement recevant du public. Alors, à titre d'exemple, là encore, s'agissant de prestations de soins esthétiques, les soins esthétiques n'autorisent pas l'accueil du public actuellement en établissement, donc les prestations de soins esthétiques ne peuvent pas non plus être réalisées dans le cadre d'interventions au domicile du client. Dernière dérogation, s'agissant des prestations à domicile, ou plus précisément de l'interdiction de réalisation de prestations à domicile, dernière exception, les activités qui s'exercent nécessairement au domicile des clients, activités bien entendu autres que celles indiquées précédemment. Par exemple, l'intervention d'un plombier, d'un électricien en cas de, par exemple, dommage des eaux. Donc, trois rappels. Un rappel d'abord sur le cadre général d'accueil du public dans les magasins de vente aujourd'hui. Un rappel concernant les dérogations, les activités permettant d'échapper à ce cadre. Et troisième aspect, un rappel s'agissant de l'interdiction par principe de réalisation de prestations à domicile, exception faite des situations indiquées. Ce qui nous amène à la deuxième partie de notre propos, à savoir la situation de l'artisan employeur. La situation de l'artisan employeur vis-à-vis des personnels salariés présents dans son entreprise. Deux cas de figure, en l'occurrence, l'activité peut se poursuivre, première hypothèse, ou l'activité ne peut pas se poursuivre. L'activité peut se poursuivre dans quelle situation? D'abord, si l'accueil du public demeure possible, bien entendu, s'agissant en tout cas des activités supposant l'accueil du public, qu'il y a toujours une clientèle et que par ailleurs, dans le cadre de l'exercice de l'activité, l'entreprise est en mesure de garantir le respect des mesures de prévention applicables. Trois critères. Alors précisément, s'agissant des mesures de prévention applicables, de quoi parle-t-on? Pour ce qui concerne la relation employeur-salarié, le premier élément à prendre en compte, c'est la question du travail en présentiel ou du travail à distance. Lorsque le travail à distance, le télétravail est possible, le télétravail doit être mis en œuvre. Bien évident que certaines activités ne permettent pas le recours au télétravail. Ce qui induit de prendre en compte aussi les situations de présence de personnel salarié
sur site. Dans ce cas, un ensemble de mesures sanitaires, de mesures de prévention devra être respecté. En premier lieu, la distanciation physique, qui demeure fixée à 1 mètre au moins entre deux personnes, et ce, en tout lieu et en toutes circonstances. Deuxième attendu, complémentaire du premier, le respect de seuils, c'est-à-dire d'un espace minimal disponible par client. Le seuil en question est actuellement fixé, pour ce qui concerne les magasins de vente, à 8 mètres carrés par client, en principe. Alors je spécifie en principe dans la mesure où un établissement autorisé à continuer à accueillir de la clientèle, mais ayant une superficie disponible de moins de 8 mètres carrés, pourra malgré tout accueillir un client. Les autres exigences sanitaires applicables sont spécifiées dans le cadre du protocole sanitaire publié par le ministère du Travail et dont vous retrouverez sur le support qui sera mis à votre disposition le détail, un lien en tout cas vous permettant de consulter le détail de ce protocole. Parmi ces mesures prévues dans le cadre du protocole sanitaire publié par le ministère du Travail, vous avez, comme c'était déjà le cas avant la publication du décret du 2 avril dernier, la nécessité d'informer le public sur les mesures de prévention applicables, typiquement le sens de la circulation, le seuil d'accueil possible. Il conviendra également de recourir à un assainissement régulier des espaces de travail, donc à une aération régulière des espaces de travail, et notamment d'accueil du public, lorsque cet accueil est possible. Troisième point, la régulation des flux qui peut prendre la forme d'un accueil dans l'établissement sur rendez-vous, par exemple, mais qui peut également emprunter d'autres formes. Et, la chose va de soi, elle était elle aussi déjà en vigueur jusqu'à présent, le port du masque dans tous les espaces et lieux collectifs clos. S'agissant de la responsabilité de l'employeur vis-à-vis de ses salariés, il y aura également lieu de tenir compte du cadre applicable désormais en matière de déplacement. Je le mentionnais précédemment, parallèlement aux restrictions concernant l'accueil du public dans les magasins de vente, un cadre a été mis en place, un cadre spécifique restreignant les possibilités de déplacement des particuliers. Or, parmi ces particuliers, vous allez trouver deux types de publics qui intéressent l'entreprise. D'une part, ses propres salariés, et d'autre part, sa clientèle. Alors, s'agissant en premier lieu des salariés. S'agissant des salariés, les déplacements professionnels à destination ou en provenance du lieu d'exercice de l'activité demeurent possibles. Ils demeurent possibles sans restriction kilométrique. Ce qui signifie qu'une entreprise du bâtiment pourra, par exemple, se rendre sur un chantier pour réaliser les travaux attendus. Ce qui signifie également qu'un salarié pourra, bien entendu, se rendre sur son poste de travail à partir du moment où sa présence est nécessaire, donc à partir du moment où le télétravail n'est pas une solution envisageable. Pour ce faire, des attestations de déplacement professionnel devront être mises à disposition par l'employeur. Il est prévu dans le cadre du décret du 2 avril dernier que tout déplacement, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la nature, professionnelle ou non, doit pouvoir donner lieu, le cas échéant, en cas de contrôle par les services de police, à la production d'un justificatif. S'agissant de déplacements professionnels, le justificatif en question sera double. Il s'agira d'une part du modèle de justificatif mis à disposition par le ministère de l'Intérieur, et donc accessible en ligne directement sur le site du ministère de l'Intérieur, que le salarié téléchargera, le cas échéant, complétera et devra être en mesure de produire en cas de contrôle. Mais également, en complément, il s'agira aussi de pouvoir produire, là encore en cas de contrôle, l'attestation de déplacement professionnel que l'employeur mettra à sa disposition.
S'agissant de la clientèle, également, des possibilités de déplacement existent, et en particulier, pour faire le lien avec nos premiers éléments présentés, s'agissant d'un déplacement en vue d'un retrait de commande ou de l'achat de matières premières, de matières de première nécessité, la chose est possible. Elle est possible, bien entendu, sous réserve, en cas de contrôle, de pouvoir produire l'attestation que je mentionnais il y a un instant, mise à disposition par le ministère de l'Intérieur, en cochant la rubrique correspondante. La rubrique, en l'occurrence, étant celle indiquant pour effectuer des achats de première nécessité, des retraits de commandes ou pour les besoins de prestations de services qui ne sont pas interdites. Mais étant précisé que ce cas de déplacement autorisé est soumis à une restriction en termes de kilométrage, puisqu'il n'est possible que dans les limites du département de résidence, ou lorsque le déplacement intervient en dehors du département de résidence, dans un périmètre de 30 km autour du domicile. Deuxième hypothèse, l'activité ne peut pas se poursuivre. Alors, c'est l'inverse des situations qu'on mentionnait tout à l'heure. L'activité ne peut pas se poursuivre quand? Si elle est d'abord interdite, ou plus particulièrement si elle fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public dans un magasin de vente, entendu au sens large, à partir du moment où l'accueil du public est inhérent à la poursuite de l'activité. Deuxième cas de figure, baisse de clientèle. Une baisse de clientèle importante, significative, est intervenue, liée par exemple au confinement lui-même, et du fait de cette baisse de fréquentation, l'entreprise n'est plus en mesure de poursuivre son activité, en tout cas n'est plus en mesure de fournir une activité à ses salariés. Troisième cas, le respect des mesures de prévention est impossible. Respect des mesures de prévention indiqué à la diapositive précédente. Ce qui suppose donc une impossibilité de mise en œuvre des exigences liées à la distanciation sociale, notamment, ou encore aux règles organisant la régulation des flux, le port du masque, l'assainissement régulier des espaces de travail. Dans ces cas de figure, la solution proposée par le gouvernement en termes de mesures de soutien aux entreprises, c'est un recours à l'activité partielle. Alors l'activité partielle, on en a l'habitude maintenant, c'est un dispositif qui existe de longue date, et c'est un dispositif qui a été beaucoup mobilisé lors des précédents épisodes de confinement. L'activité partielle, pour être mise en œuvre, suppose une démarche de la part de l'employeur. Une démarche qui est à réaliser sur un portail dédié, donc directement en ligne, qui est à réaliser sous 30 jours, donc dans les 30 jours suivant le déclenchement de l'activité partielle, dans les hypothèses de fermeture administrative de l'entreprise, c'est-à-dire dans les situations où un magasin de vente, donc concerné par les restrictions d'accueil du public, ne peut pas se prévaloir d'un cas d'ouverture, l'une des dérogations que nous avons évoquées tout à l'heure, et donc se trouve contrainte de réduire l'horaire de travail de ses salariés. Dans les autres hypothèses de recours à l'activité partielle, donc baisse de fréquentation notamment de la clientèle, mesures de prévention ne pouvant pas être mises en œuvre, voire d'autres cas de figure spécifiques du type un salarié indispensable à la poursuite de l'activité se trouve actuellement en arrêt de travail suite par exemple à une contamination au Covid-19. Dans ces hypothèses-là, la démarche doit être réalisée, mais elle doit intervenir préalablement
à la mise en activité partielle. Donc, 2 cas de demande possibles. Demande dans les 30 jours de mise en œuvre du dispositif d'activité partielle pour les hypothèses de fermeture administrative ou préalablement au déclenchement de l'activité partielle pour les autres situations de recours possibles à l'activité partielle. L'administration dispose ensuite d'un délai de 15 jours calendaires, donc tous les jours de la semaine comptent dans ce délai, y compris les dimanches et les jours fériés, 15 jours calendaires pour se prononcer. À défaut de réponse, le silence de l'administration vaut acceptation de la demande d'activité partielle. En pratique, il peut se rencontrer certaines difficultés, notamment de connexion sur le portail dédié permettant la réalisation de la demande d'activité partielle. La chose a été notamment fréquente lors du premier épisode de confinement, du fait de l'afflux des demandes, un afflux simultané de demandes d'activité partielle. Si une situation de cette nature se présente, il appartient à l'employeur de sécuriser sa situation en préconstituant la preuve d'une démarche de demande d'activité partielle. Alors pour ça, il est recommandé de réaliser des copies d'écran du site au moment où précisément ce site rencontre, par exemple, certaines difficultés informatiques. Il est également recommandé de se rapprocher du service support, du service informatique en charge de la gestion du portail dédié aux demandes d'activité partielle. Et vous voyez sur la diapositive qui s'affiche à l'écran le numéro à contacter ainsi que le courriel, l'adresse électronique sur laquelle adresser une réclamation, une demande de précision ou une question concernant une difficulté de connexion. Alors le cadre de l'activité partielle est régulièrement modifié. En particulier lors des derniers mois, ceci pour tenir compte, bien entendu, de l'évolution du contexte sanitaire. Ce qu'on peut dire de ce dispositif, toutefois, c'est que actuellement, il ouvre droit, sur un strict plan financier, pour le salarié, à une indemnité équivalente à 70% de son salaire brut antérieur. Alors, font exception à cette règle les contrats de formation en alternance, contrats de professionnalisation d'une part, contrats d'apprentissage d'autre part, qui dans la très grande majorité des cas vont donner lieu à une indemnisation équivalente à 100% de la rémunération précédente de l'alternant. Bien entendu, une indemnisation qui doit être rapportée aux heures concernées par l'activité partielle. Il est possible de recourir à l'activité partielle de manière pleine et entière, c'est-à-dire pour 35 heures par semaine, ou alors à temps partiel seulement, avec un salarié qui serait donc concerné par de l'activité partielle sur une partie de son temps de travail et qui serait en activité sur le reste de son temps de travail. La seule interdiction en la matière consiste à cumuler sur les mêmes horaires une situation d'activité et une situation de demande d'activité partielle. Toujours sur ce plan financier, mais cette fois s'agissant de l'entreprise, les heures correspondant au recours à l'activité partielle donneront lieu, pour le cas des fermetures administratives, donc, je me répète, des magasins de vente pour lesquels s'applique une interdiction d'accueil du public lorsque l'accueil du public est précisément au cœur de l'activité quotidienne. Pour ces entreprises donc, l'activité partielle se traduira du côté de l'entreprise par un remboursement intégral de l'indemnité versée aux salariés. Ce régime de remboursement intégral sera également applicable dans un certain nombre d'autres hypothèses,
en particulier les secteurs prioritaires, d'une part, les secteurs dits connexes à ces secteurs prioritaires, d'autre part, à condition que ces secteurs connexes subissent une baisse de chiffre d'affaires importante. Alors, par importante, on entend une baisse de chiffre d'affaires d'au moins 80%. Ou lorsqu'ils sont situés sur un territoire faisant l'objet de restrictions sanitaires spécifiques, avec, en outre, une forte baisse du chiffre d'affaires, le critère en l'occurrence étant non pas de moins 80%, mais moins 60%. Alors, retenez que le remboursement, en l'occurrence, pour l'employeur, est intégral dans les situations de fermeture administrative. Et pour les autres cas de figure, donc les hypothèses n'ouvrant pas droit à un remboursement intégral, l'employeur bénéficie d'un remboursement, mais d'un remboursement seulement partiel, restera à sa charge 10% du salaire brut antérieur du salarié concerné par l'activité partielle. Très concrètement, le salarié perçoit 70% du salaire brut antérieur pour chaque heure d'activité partielle, et l'employeur, pour les situations ne donnant pas lieu à un remboursement intégral, perçoit 60% du salaire brut antérieur du salarié de la part de l'agence de services et de paiement. Voilà très succinctement sur cet exposé des mesures applicables, notamment dans le prolongement de la publication du décret du 2 avril dernier, sachant que ce contexte réglementaire est très volatile, vous le savez. Il est volatile et, par définition, le chef d'entreprise, artisanal notamment, est amené à s'interroger sur les évolutions et sur sa capacité à suivre ces évolutions, à être informé des évolutions du contexte sanitaire et plus particulièrement du contexte réglementaire qui en résulte. Alors, pour ce faire, le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat en Auvergne-Rhône-Alpes met à votre disposition un certain nombre de ressources. Que votre question porte sur l'évolution des règles sanitaires, je le disais, qu'elle porte sur la recherche de solutions vous permettant de poursuivre votre activité, notamment par la mise en place d'outils numériques permettant la réalisation de ventes à distance, ou qu'il s'agisse d'interrogations liées aux dispositifs d'aide mobilisables par l'entreprise, quel qu'il soit, qu'on parle du Fonds national de solidarité, qu'il s'agisse des reports de cotisations patronales, des reports de cotisations liés à la qualité de travailleur indépendant, d'interrogations en rapport avec l'activité partielle ou de tout autre besoin, vous pouvez soit contacter directement la chambre de métier dont vous relevez, et vous avez sur cette diapositive le lien vous permettant de le faire, soit lui transmettre directement votre question par voie électronique. J'en ai fini avec cette rapide présentation. Il nous reste, je crois, un peu de temps pour prendre peut-être quelques questions, si des questions sont arrivées sur le forum. Alors, je vois qu'effectivement, un certain nombre de questions ont été publiées. Alors, je vais prendre la dernière. D'abord, je suis coutelier, puis-je accueillir des clients à l'atelier et continuer à recevoir une personne sur la journée pour assister à la fabrication. Alors, sur l'activité de fabrication, pas de difficulté, hein. La restriction, on l'a dit, elle concerne l'accueil du public. Sur l'accueil du public, la première finalement interrogation à avoir, c'est est-ce qu'un coutelier doit être assimilé à un magasin de vente? Pour moi, oui, au sens large qui a été retenu sur les différents épisodes de confinement, l'activité en question relève bien des magasins de vente. Reste à voir si ce magasin de vente peut donner lieu à la mobilisation d'un cas de dérogation qu'on avait mentionné.
Alors, il y a plusieurs cas de figure, pour le coup, qui peuvent se rencontrer. Vous avez notamment l'hypothèse de la réparation de couteaux domestiques. Bon. Si on est dans une situation de ce type-là, c'est donc qu'on est sur une situation de réparation de biens personnels. Or, la réparation de biens personnels permet effectivement l'accueil du public. Pour les autres situations qui peuvent se rencontrer, en revanche, l'accueil du public ne sera pas possible. Il ne sera pas possible. Qu'est-ce qui demeurera envisageable pour le coup? Alors, on a évoqué la possibilité, de manière très générale, d'avoir recours à des solutions notamment électroniques de commande en ligne ou de click and collect. Il est possible, par exemple, de passer commande auprès d'un coutelier d'un certain nombre de biens qu'on passera récupérer dans l'entreprise. Il s'agira simplement, à ce moment-là, d'un retrait de commande. Pour le client, la chose supposera de cocher la rubrique correspondante sur l'attestation du ministère de l'Intérieur en cas de contrôle lorsqu'il se rend ou lorsqu'il revient de son retrait de commande. Je vais peut-être reprendre également la question précédente. Où peut-on trouver la liste des activités à caractère commercial autorisées à exercer en établissement recevant du public? Alors, la liste en question, c'était l'objet d'une indication que j'ai donnée tout à l'heure s'agissant précisément des cas de dérogation. La liste en question, elle se trouve à l'article 37, grand 4, du décret du 29 octobre 2020 que vous aurez en lien sur le support qui sera posté je pense, dans le fil de la conversation et mis à disposition par ailleurs, j'imagine, sur le site de la Chambre de métiers et de l'artisanat. Donc vous avez ce texte qui vient détailler la nature des activités autorisant la poursuite de l'accueil du public s'agissant des magasins de vente. En revanche, j'avoue très sincèrement que cette liste n'est pas toujours évidente à lire. Elle n'est pas très évidente à lire dans la mesure où les dénominations utilisées ont un caractère assez général, assez large, et il est parfois compliqué de savoir si on relève ou pas de telle ou telle catégorie. Alors, des situations qui sont simples, vous avez par exemple dans cette liste le commerce de détail de poissons. Bon, commerce de détail de poissons, si je suis poissonnier, il n'est pas compliqué de voir que je me rattache à cette rubrique. De la même manière, vous avez la catégorie boulangerie-pâtisserie. Là encore, il n'est pas compliqué de voir si on relève ou pas de cette rubrique. D'autres situations sont en revanche un peu plus complexes à caractériser. Vous avez des situations du type commerce de détail de textiles en magasin spécialisé, commerce de détail de journaux et papeterie en magasin spécialisé, commerce d'équipement, de l'information et de la communication. Alors, comment faire à partir de ces rubriques pour savoir si je relève ou si je ne relève pas des cas de dérogation? Moi, je serais tenté de vous donner deux pistes. La première piste, c'est de se référer au code APE de l'entreprise. Le code APE de l'entreprise renvoie à une série d'activités et chacun des cas listés dans le décret en question renvoie également, sous la dénomination un peu générale que je mentionnais, renvoie également à des codes APE en réalité. Donc, premier élément de réflexion, c'est ce code APE. Mais on peut malgré tout douter du raisonnement qu'on a fait, de l'analyse qu'on a faite, et auquel cas, moi, je ne saurais trop vous conseiller de vous rapprocher de la chambre de métier dont vous relevez, et donc, pour prendre attache avec la chambre de métier, d'utiliser les liens que vous trouverez dans le support de présentation. Alors, je vois qu'il y a peut-être d'autres questions. Je remonte le fil.
Alors, je suis créatrice de robes de mariée sur mesure, puis-je recevoir mes clientes pour réaliser les retouches de sa robe? On a mentionné la réparation ou les retouches pratiquées sur des biens personnels. Pour être tout à fait précis dans la dénomination qui est alors utilisée dans le décret, vous avez la notion de réparation. Alors, réparation, ne vous effrayez pas du début, d'ordinateur et de biens personnels et domestiques. Réparation de biens personnels et domestiques, la réparation d'une robe en fait partie. Est-ce que pour autant les retouches pratiquées sur la robe qu'on vient de vendre peut se rattacher à ce cas de figure? Il faudrait regarder peut-être un peu plus en détail, comme je vous le disais, la nature du code APE correspondante. J'aurais tendance à vous dire oui, mais pour le coup, une vérification me semblerait quand même utile, en tout cas pour sécuriser complètement la chose. En revanche, la vente de la robe elle-même ne pourra intervenir qu'à distance et dans le cadre du retrait de commande que je mentionnais au cours du développement. Alors, je prends quelques questions au hasard, je pioche un peu. Alors, je tiens un salon de toilettage en or Isère. J'imagine que la question est du coup de même nature. Est-ce que finalement je peux accueillir du public, c'est-à-dire le client et par exemple animalistique, pour pratiquer mon activité? Alors, typiquement, le salon de toilettage, c'est là encore un magasin de vente. Est-ce qu'il s'agit d'un magasin de vente listé parmi les cas de dérogation? Au sens strict, non. Quelle solution est-ce que je peux mobiliser, mettre en œuvre par rapport à la poursuite de mon activité de toilettage? Vous avez eu une approche souple de la part du ministère de l'économie sur ce sujet, et une approche consistant à mobiliser précisément la solution du retrait de commande click and collect élargie à ces hypothèses d'activité de toilettage. Donc, ça supposerait quoi? Ça supposerait que le client amène son animal domestique dans le salon de toilettage, le laisse dans le salon de toilettage et passe le récupérer un peu plus tard. De ce point de vue-là, et bien entendu en veillant au respect de l'ensemble des mesures sanitaires que je mentionnais, hein, s'agissant de la distance de sécurité, distance pardon, plutôt sociale, physique, etc., sous réserve donc que ces exigences soient bien satisfaites. Et dans le cadre de cette approche souple proposée par le ministère de l'économie, de click and collect entre guillemets élargie aux prestations de toilettage, la chose pourra effectivement se poursuivre. Alors, est-ce qu'il nous reste encore un petit peu de temps pour prendre peut-être encore une dernière question, une ou deux dernières questions? Alors, je donne des cours à des adultes dans mon atelier boutique, puis-je continuer à donner ces cours hebdomadaires en respectant la jauge par mètre carré et en appliquant les gestes barrières? Alors, c'est une question qui est juridiquement assez débattue et compliquée. Je vais vous donner le retour des préfectures dont moi je peux disposer à l'heure actuelle hein, sur le sujet. Pour les préfectures en question que j'ai pu interroger, la réalisation de cours dans des établissements, alors mettons par exemple de couture ou autre, la réalisation de cours pour les particuliers par exemple, n'est pas possible en contexte actuel, c'est-à-dire en contexte de reconfinement, y compris lorsque je suis en mesure de garantir le respect de la jauge notamment, donc les 8 mètres carrés par client.
Alors, on va peut-être en prendre encore. Étant esthéticienne à domicile, puis-je continuer à exercer? On a évoqué hein, cette dimension, cet aspect. Les prestations à domicile font l'objet d'un encadrement. Cet encadrement, il se trouve à l'article 4.1 du décret du 29 octobre 2020, réécrit suite à la parution du décret du 2 avril dernier. Et en l'occurrence, pour le coup, les prestations en question, prestations esthétiques, ne font pas partie des hypothèses permettant la poursuite de l'activité sur la tranche horaire 6h-19h, puisque le cas de dérogation en l'espèce, c'est l'exercice d'une activité commerciale, mais avec ce critère qui est dans la mesure où elles seraient autorisées si elles étaient exercées dans un établissement recevant du public. Les instituts esthétiques étant fermés, ne pouvant pas recevoir du public actuellement, la réalisation de ces prestations au domicile des clients n'est pas non plus possible. Alors, je vois différentes questions, notamment, je suis tapissier en siège. À ce titre, je fais de la réparation-restauration de sièges. Cette activité est-elle incluse dans la réparation de biens et compatible avec l'accueil du public? Je donne également des cours de tapisserie loisirs pour cette activité. J'ai considéré que je ne pouvais pas continuer, est-ce exact? Alors, je vais commencer par la deuxième partie du propos, puisque ça fait écho à ce qu'on venait d'indiquer il y a un instant. Sur la poursuite de l'activité de cours de tapisserie, non, effectivement, je partage votre sentiment. À mon sens, la chose, et au vu, encore une fois, hein, des retours dont nous disposons de la part des préfectures, la chose n'est pas possible. Sur la première partie de la question, je fais de la réparation-restauration de sièges. Cette activité est-elle inclue dans la réparation de biens et compatible avec l'accueil du public? Alors, il faudrait jeter un œil à la définition donnée via le code APE réparation de biens. Je pourrais, le cas échéant, alors ce que je peux faire le mieux à la limite, c'est vous inviter à la retransmettre via le lien qui figure sur la dernière diapositive du support. Je serais tenté de considérer spontanément, sans plus de vérification, je serais tenté de considérer qu'on est sur un bien personnel et qu'à partir du moment où on parle d'une réparation, d'une restauration, l'accueil est possible, mais vraiment cette indication intervient sous réserve d'une vérification complémentaire par rapport au code APE de votre entreprise notamment. Alors, je donne des cours ateliers artistiques à des enfants, 4 enfants par atelier, pardon. Dans un local d'une association, puis-je continuer à donner mes cours? On est sur une situation assez proche de celle qu'on a déjà évoquée s'agissant des cours en question. Alors, on n'est pas, en l'occurrence, hein, s'agissant de ces cours, sur une situation qui, au dire des préfectures, permet la poursuite effectivement de l'exercice. Il nous reste quelques minutes. Alors, je suis maréchal Ferrand et je me déplace sur l'Allier, la Loire, la Saône-et-Loire chez mes clients. Est-ce possible? Alors, vous êtes maréchal Ferrand, vous vous déplacez chez les clients. En fait, votre interrogation, elle se rapporte au cadre de déplacement autorisé. S'agissant des déplacements professionnels, alors j'avais mentionné la chose, mais c'est vrai sous le prisme de la relation plutôt employeur-salarié. En revanche, les déplacements professionnels au sens large, c'est-à-dire tout déplacement lié à l'activité professionnelle. À partir du moment où ils ne peuvent pas être différés,
quand même aussi un élément à avoir en tête. À partir du moment où ils ne peuvent pas être différés, les déplacements professionnels peuvent effectivement se poursuivre, et en l'occurrence, cette poursuite intervient sans restriction particulière en termes aussi bien de département que kilométrique. Les déplacements en question sont, et ce cas de dérogation est prévu à l'article 4 du décret modifié, donc le décret du 29 octobre 2020, modifié par le décret du 2 avril, et les restrictions kilométriques auxquelles les déplacements professionnels échappent sont plus spécifiquement mentionnés, sauf erreur de ma part, à l'article 4, me semble-t-il, grand 2, c'est ça, grand 2 bis du décret. Vous allez trouver la mention des situations permettant d'échapper donc à ces restrictions kilométriques, et parmi ces situations, vous avez notamment les hypothèses de déplacement professionnel. D'ailleurs, sur l'attestation du ministère de l'Intérieur que je mentionnais au cours de la présentation, vous verrez un séquençage entre les motifs de déplacement autorisés, avec d'une part des déplacements autorisés sans qu'il soit fait référence à un zonage, à un nombre de kilomètres particulier, et d'autres pour lesquels la chose est mentionnée, mais précisément les déplacements liés à l'activité professionnelle appartiennent à la première catégorie sur l'attestation, c'est-à-dire sans qu'il soit fait état de restrictions particulières en matière de kilométrage. Est-ce que le soin aux animaux, toilettage par exemple, qui oblige à l'accueil du public, est une activité autorisée ou sous l'obligation de fermeture? Alors, on y a déjà répondu, me semble-t-il, à cette question, hein, simplement pour rappel. Les salons de toilettage donc, sont bien englobés dans la catégorie des magasins de vente. Première précision. Deuxième précision, je me répète par rapport à ce que j'indiquais tout à l'heure. Deuxième précision, l'accueil du public est-il possible? Non, parce que ces activités ne sont pas listées à l'article 37, grand 4 du décret du 29 octobre 2020. En revanche, est-ce que vous pouvez poursuivre votre activité au vu, en tout cas, des éléments qui nous sont parvenus de la part du ministère de l'Économie? La chose n'est pas inscrite dans le décret en tant que tel. Il serait possible de poursuivre cette activité via une adaptation, dirons-nous, du click and collect, c'est-à-dire ce que je mentionnais tout à l'heure, donc le fait pour le client de déposer son animal domestique dans votre entreprise, de vous laisser réaliser la prestation attendue et ensuite de venir le récupérer. On est sur une situation qui n'est bien évidemment pas tout à fait du click and collect, mais le ministère de l'Économie semble admettre pour le coup la chose. Alors, je crois qu'on a fait à peu près le tour de l'essentiel des questions, et je vois que le temps qui m'était imparti vient à échéance. Alors, je vous invite, si jamais la chose est possible, je suis passé un peu vite sur votre question, où vous souhaitez avoir un complément d'information ou des précisions s'agissant du détail des textes applicables. Je vous invite à utiliser le lien que ma collègue a posté sur le forum et que vous retrouverez par ailleurs sur la diapositive finale du support de présentation. Je vous rappelle également que ces demandes seront transmises à votre chambre et que votre chambre reste à vos côtés pour toute interrogation, et notamment sur les solutions de click and collect, dont il a été aussi question lors du traitement des interrogations que vous nous avez adressées en ligne directement.
Quels sont à votre disposition, donc, s'agissant de l'identification de ces solutions et également de leur mise en œuvre, et plus globalement pour toute interrogation, notamment sur un point que malheureusement nous n'avons pas pu traiter aujourd'hui, du fait du format un peu court de ce webinaire, et aussi parce que pour le coup, les dispositifs applicables, en l'occurrence, n'ont pas été modifiés par le décret du 2 avril dernier, à savoir les mesures d'aide mobilisables par les entreprises, quelle qu'en soit la nature, encore une fois, Fonds national de solidarité, report de charges, report d'impôts, report de cotisations patronales aussi bien que de charges dues au titre de la situation personnelle du travailleur indépendant, et plus largement tout autre dispositif, y compris mis en œuvre localement par telle ou telle collectivité territoriale. J'en profite également pour remercier mes collègues qui ont fait tout le travail d'ingénierie derrière et de suivi de vos questions. Jean-Jacques et Lina, merci. N'hésitez pas, une fois encore, la Chambre de métier reste à votre service, à votre disposition. Cette présentation était, je dirais, une entrée en matière, un rappel de choses déjà connues, d'autres peut-être moins, et la possibilité aussi pour nous de vous communiquer les contacts et liens utiles vers lesquels vous pouvez vous tourner s'agissant du suivi encore une fois, du contexte réglementaire en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et plus globalement toutes vos demandes, qu'elles aient d'ailleurs trait au Covid-19, à l'épisode de pandémie ou non. Bon, s'agissant toutefois des liens indiqués sur le support de présentation, leur objet vise plus spécifiquement tout de même le traitement des demandes liées à précisément l'épisode actuel de pandémie et plus spécifiquement à la situation de reconfinement consécutive au décret paru samedi dernier. Il me reste à vous remercier une fois encore et à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi. Merci.